Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Enership dédié à la collecte Greenon qui démarrera demain à 12h30. Alors bon, bien sûr, il y aura toujours quelques retardataires, hein, donc on va faire tranquillement l'introduction de ce webinaire. Et pour commencer, eh bien, je suis entouré ce soir de trois camarades. D'abord, Maëva Granjon d'Enership. Bonsoir Maëva. Et côté Greenon, donc représenté par Renaud Vallier, qui est le directeur général. Bonsoir Renaud. Bon- bonsoir, bonsoir à tous. Et Damien Ricordo, qui est un partenaire en fait et co-actionnaire de Greenon. Bonsoir Damien. Oui, bonsoir Julien. Voilà. Donc, comme vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de ces webinaires et sinon pour ceux qui les découvrent, l'outil que nous utilisons et que vous avez sous les yeux permet de rendre vraiment interactive la présentation. Vous avez un espace de questions qui est sur le côté droit. Donc, en cliquant sur l'onglet questions, vous pouvez poser par écrit les questions qui vous viennent au fur et à mesure. Et Maëva et moi, et surtout Maëva, dans un premier temps, eh bien, fera apparaître au fur et à mesure de la présentation les questions qui portent sur les sujets du moment, afin que voilà, ce soit beaucoup plus intéressant et qu'il y ait une interaction entre vous et nous. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous verrez également que vous pouvez voter pour les questions qui sont les plus pertinentes afin de les prioriser et les faire passer à l'écran en premier lieu. Donc voilà, soyez bien attentifs aux différentes questions qui seront posées. On peut passer maintenant à l'ordre du jour. Donc, on va faire d'abord, bien sûr, une présentation à tout seigneur, tout honneur de Greenon, qui est donc le porteur de projet de cette collecte qui démarrera donc demain. L'idée, c'est de bien comprendre à la fois qui est Greenon, hein, bien sûr, par qui cette société est portée, et le contexte dans lequel Greenon évolue et se développe. Je pense que ce sera extrêmement intéressant pour nous tous, parce que c'est en dehors des sentiers battus usuels du seul territoire français qu'on a l'habitude de voir, et c'est très intéressant de voir que la dynamique sur les énergies renouvelables, elle est absolument pas franco-française, loin de là, elle est vraiment sur l'ensemble du territoire européen, et même au-delà, bien sûr. Ensuite, une fois qu'on aura pu vous présenter plus avant Greenon et ce que fait cette entreprise, on aura bien sûr un focus sur la collecte avec ses modalités. Et là, je compte sur vous pour nous poser les questions pertinentes qu'on voit habituellement. Et puis, bien sûr, je ferai un petit scope ensuite sur les moyens de s'inscrire et d'investir sur Enership. C'est toujours mieux que de le redire. Ça permet aussi de répondre peut-être à certaines interrogations que vous pouvez avoir. Et puis, bien sûr, si toutes les questions n'ont pas été purgées au fur et à mesure de la présentation, eh bien, on aura un petit espace dédié à cela à la fin. Voilà, j'ai essayé de meubler autant que possible pour les retardataires. J'ai vu que vous êtes quelques-uns à être arrivés, donc ça doit être suffisant. Et je vous propose donc de commencer de manière très proactive cette présentation avec la présentation de Greenon. Et je passe la main donc à Renaud, qui est Greenon. Oui, merci beaucoup, Julien. Donc, qui est Greenon, je pense que l'idéal, c'est de passer sur juste la slide suivante. Ça donne une première vue d'ensemble de Greenon. Donc, Greenon, c'est un acteur qui est basé en Europe centrale, plus précisément à Budapest. L'activité même de Greenon, c'est d'être un acteur majeur dans le développement des énergies renouvelables dans cette zone en Europe centrale, euh, avec une présence locale et une société qui a été fondée en septembre 2020, qui est née, on va dire, de la collaboration entre moi-même et Finervest. Euh, et donc, l'idée était de combiner nos expertises dans le domaine des énergies renouvelables pour développer, construire, exploiter des centrales de production d'énergie verte, avec l'expérience déjà de plus de 13 ans, notamment en France, dans différentes énergies, le solaire, l'éolien et le biogaz, qui représentent aujourd'hui plus de 300 mégawatts de projets déjà installés. Et donc, l'idée était de développer cette activité en Europe centrale, en combinant, on va dire, deux aspects de la création de ces projets. D'un côté, le développement et la construction via mon expérience. Donc, vous pouvez voir mon expérience sur la partie gauche de la slide.
donc à la fois sur le solaire, l'éolien et le biogaz, en dirigeant des projets donc, qui cumulent plus de 300 mégawatts, donc des centrales depuis trouver des sites, les permiter, les construire et les mettre en service au sein de différents acteurs, que ce soit des acteurs vraiment purement développeurs ou à la fois des contractants ou des conseils sur les différentes énergies. Donc l'idée avait été de combiner nos expertises avec Damien Ricordo. Peut-être Damien, peut-être donner un petit mot sur toi, ton profil à toi plutôt. Oui, alors moi, Damien Ricordo, je suis le fondateur de Finagreen, hein, qui est une banque d'affaires spécialisée dans le financement des énergies renouvelables, hein, dans le monde. On est finalement une soixantaine de collaborateurs sur 10 bureaux répartis en fait entre l'Europe et les pays émergents. Alors, en fait, depuis la création en 2013, on a financé à peu près 3 milliards de projets d'énergie renouvelable. Et j'ai personnellement décidé d'investir aux côtés de Renault pour en fait soutenir son projet, parce que j'ai fortement confiance dans tout son background technique, vu qu'il a effectivement, comme il l'a dit, passé plus de 13 ans en fait, à développer des projets solaires, éoliens et biogaz en France. Et de notre côté Finagreen, en fait, ayant financé plus de 150 projets, finalement, on s'est dit qu'en joignant nos deux expertises de conseil financier et finalement de développeurs techniques, ensemble, on était armés pour en fait devenir un des acteurs majeurs en Europe de l'Est dans le secteur. Voilà. Donc, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Sur la structuration, Peut-être. c'est ça? Ouais. Présenter l'équipe un petit peu. Oui, donc en fait, Greenon s'articule avec des équipes dédiées dans chacun des pays sur lesquels on est actif. Aujourd'hui, on a une équipe dédiée en place en Hongrie, donc une équipe locale constituée de chefs de projet et de développeurs localement. L'idée est de constituer ces équipes dans chacun des pays, donc la Hongrie, la Roumanie et la Pologne, sur lesquels on a des portefeuilles identifiés et sur lesquels on avance sur nos projets. Avec un pilotage que je réalise moi depuis la Hongrie. Je suis basé aussi également à Budapest. Et donc, l'idée d'avoir cette équipe d'experts locaux qui développent les projets depuis l'origination, donc trouver des sites, jusqu'à donc les statuts de construction et mise en opération. Donc, ici, on a un exemple des trois membres de cette équipe en Hongrie, et l'idée donc est d'avoir cette même équipe constituée en Roumanie et en Pologne. Un petit mot sur le portefeuille, les opportunités et le portefeuille de projets sur lequel Greenon est actif aujourd'hui. Donc, comme je disais sur la précédente slide, nous sommes particulièrement actifs aujourd'hui sur la Hongrie, avec l'équipe que vous avez pu voir, également sur la Roumanie et sur la Pologne, pour l'instant sur des énergies dédiées à chacun de ces pays. Aujourd'hui en Hongrie, principalement le solaire, en Roumanie et en Pologne, solaire et également éolien. Et nous regardons également des opportunités sur les autres territoires voisins, donc que ce soit les Balkans, la Bulgarie et plus ponctuellement également l'Ukraine. Donc pour l'instant, Greenon est actif et à l'écoute d'opportunités et plus particulièrement sur à peu près 1 gigawatt. On voit ici différentes tailles de portefeuille avec différents états, que ce soit des états en cours de développement ou des états ready to build, donc prêts à construire. Sur lequel Greenon peut utiliser son expertise développement et également finance. Au niveau des marchés, donc Greenon a une bonne connaissance de l'une des premières caractéristiques des marchés sur lesquels travaille Greenon consiste au mix énergétique et surtout au mix de production d'électricité. Donc ici, sur cette slide, on a décrit, on va dire, les deux pays sur lesquels on a nos projets les plus avancés et où constituent, on va dire, les opportunités sur lesquelles on va se positionner. Sur la Hongrie, aujourd'hui, la moitié de la production d'électricité est assurée par une centrale nucléaire. Il y a une vraie volonté de la part du gouvernement d'élargir le mix au solaire avec des objectifs de 6 gigawatts à horizon 2030. Et au niveau
des acteurs, on va dire, de ce marché de l'électricité. Donc, le réseau de transport de l'électricité est piloté par Mavir, une filiale du groupe MVM, une entreprise de l'État. Et trois autres, et au niveau distribution de réseau, trois acteurs, E.ON, Opus et MVM, sont des acteurs avec qui on est en contact régulier, notamment dans nos demandes de raccordement et nos accords de raccordement. Et avec donc, là aujourd'hui, on a un état de la capacité en Hongrie installée. Le solaire représente toujours pour l'instant une part assez limitée, 2 gigawatts sur le mix total, mais avec cet objectif de 6 gigawatts, il y a un vrai potentiel de développement de centrales de production d'électricité, et notamment principalement le solaire. Sur la partie droite, on a la Roumanie, donc qui est un autre pays sur lequel Greenon est actif. L'acteur principal aujourd'hui sur la production d'électricité est Hydroelectrica sur la partie hydraulique, donc il produit 25% de l'électricité en Roumanie. Aujourd'hui, le focus est plus sur donc le solaire et l'éolien, et donc on est en contact plutôt avec Transelectrica qui est lui l'équivalent gestionnaire du réseau de transport, et la distribution de réseau, donc qui est plutôt à l'échelle des projets régionaux, se passe avec 4 acteurs principaux, ČEZ, Enel, E.ON et Electrica. Pareil, je dirais l'équivalence avec ce qu'on avait sur la Hongrie, c'est des acteurs avec qui on est proche pour connaître les capacités de raccordement et aussi faire avancer nos projets en termes de processus d'obtention de raccordement. Un mix qui est plutôt sur l'hydro actuellement, et avec pareil des objectifs de transition énergétique de l'industrie du charbon vers des centrales de production plus propres, et notamment beaucoup de mécanismes mis en place en termes de fonds européens aujourd'hui sur cette zone. Donc c'est l'approche qu'a Greenon sur ce territoire Europe centrale, c'est de convertir, de participer à la conversion de ces zones plutôt à production de charbon vers des productions à base d'électricité d'origine renouvelable, type solaire, éolien, voire biogaz à plus petite échelle, mais pour l'instant plutôt un focus sur le solaire et l'éolien. Je ne sais pas si Damien, tu voulais ajouter peut-être un mot sur la stratégie liée à ce territoire. Non, je pense que ce qu'il faut ajouter quand même là-dessus, c'est deux choses. C'est la première chose, effectivement, comme vous savez, l'Union européenne a mis en place en début d'année un Green Plan, un plan vert, dans lequel finalement tous les pays de l'Europe doivent avancer de manière à marche forcée sur le développement des énergies renouvelables. Or, vous n'êtes pas sans savoir que effectivement le développement des énergies renouvelables aujourd'hui c'est plutôt du côté d'Europe de l'Ouest, en Allemagne, en France et aussi en Europe du Sud, Espagne, Italie, etc. Et que les pays d'Europe de l'Est sont clairement en retard sur le sujet, puisque ce sont des pays qui sont historiquement plutôt dans le charbon. Donc aujourd'hui, en fait, cette transition-là va être faite rapidement dans ces pays-là. Donc se positionner sur ces marchés à l'heure actuelle dans la mise en place de ce plan vert européen, c'est une vraie pour Greenon. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est un peu plus micro, c'est que dans le positionnement qu'on a décidé d'adopter sur Greenon sur les marchés, en fait, on prend un angle totalement distinct et différenciant, dans la mesure où, je dirais, la majorité des acteurs qui développent aujourd'hui des projets solaires dans ces pays-là vont aller sur des terrains agricoles, qui sont en fait quelque chose qui est autorisé encore aujourd'hui. En fait, avec Renault et avec l'équipe de Greenon, en fait, on a décidé de se focaliser sur les terrains dits dégradés, donc des anciennes mines, des anciennes décharges, pour pouvoir en fait utiliser ces terrains à bon escient en mettant du solaire dessus, parce qu'on pense que les réglementations vont changer et que demain, en fait, la part belle sera faite aux terrains dégradés, comme c'est le cas aujourd'hui en France. Et l'autre exemple stratégique sur lequel on essaie de se positionner, c'est les projets finalement flottants, puisque effectivement, aujourd'hui, vous devez peut-être savoir qu'en fait, il y a beaucoup de lacs, notamment en Hongrie, avec d'anciennes mines et carrières qui ont été recouvertes. Et du coup, l'idée, c'est d'utiliser ces lieux en fait, pour mettre des premiers projets flottants, en fait, notamment en Hongrie, ce qui ne s'est pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Ok, merci. Merci Damien. On a d'ores et déjà une première question. On a bien présenté les marchés de la Hongrie et de la Roumanie, mais Loïc nous demande quel est l'intérêt de venir chercher des financements en France pour des projets qui sont développés en Europe centrale.
Je pense que c'est une question autant pour vous que pour nous d'ailleurs. Peut-être que je peux commencer à répondre si ça vous dit. Alors, la raison, s'agissant du financement participatif, c'est que au moment où on se parle, le financement participatif, je vais parler sous le couvert aussi de Renault, hein, qui y vit, mais c'est une fraction extrêmement congrue, voire inexistante, hein, dans les pays d'Europe de l'Est. Ça tient en fait au fait que jusqu'à maintenant, c'était sous l'égide de chaque pays de définir un cadre législatif pour justement les activités de financement participatif. Il se trouve qu'en France, on a eu la chance d'avoir en 2014 un cadre qui était et qui est encore aujourd'hui de loin le plus avancé sur l'ensemble du continent. C'est pour ça que les plateformes françaises eh bien, sont vraiment leaders hein, dans leur secteur respectif. Typiquement, Enership est numéro 1 en Europe, hein, s'agissant des volumes collectés, parce qu'on a la chance d'avoir eu ce cadre extrêmement favorable. Et beaucoup de pays, tous les autres, hein, n'ont pas forcément eu cette chance-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour un développeur comme Greenon, un développeur du coup quand même français, hein, Renaud et Damien sont là pour vous le démontrer, aller chercher cette source de financement en local, c'est pour le moment pas possible. Alors, ce qui est bien, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une uniformisation du schéma européen s'agissant du financement participatif qui va rentrer en vigueur dans la semaine prochaine. Oui, ça va être tout frais. Et à compter donc de la semaine prochaine, les plateformes comme Enership pourront faire exactement ce que l'on fait aujourd'hui, ce soir, c'est-à-dire proposer à des investisseurs français d'investir sur des actifs, sur des projets en France ou ailleurs en Europe. Eh bien, on pourra faire un mélange absolu et proposer à des Hongrois d'investir sur des projets en Espagne, par exemple, portés par des acteurs italiens. Enfin, on aura une latitude beaucoup plus étendue, ce qui facilitera la recherche, pourquoi pas, de cohérence avec des investisseurs plus locaux, autant que faire se peut. Mais en tout cas, notez que Greenon, c'est quand même à la base une entreprise initiée et portée par des acteurs français. Et c'est aussi pour ça que c'est plutôt intéressant de se dire que les épargnants français peuvent soutenir des entrepreneurs nationaux qui vont développer des entreprises et des projets d'énergie renouvelable ailleurs chez nos voisins européens. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter côté Greenon, mais... Non, c'est très clair comme ça. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur là où on a bâti notre expertise, c'est-à-dire la France, que ce soit du côté de Finerine ou du côté de Renault avec ses expériences passées, et d'utiliser finalement notre base historique aussi comme, je dirais, base avant-première de financement pour financer ces premiers projets en Europe de l'Est. Ok, ça marche. Merci. On continue, Maëva ? Ouais. On a eu une autre question de Jean-Paul. Alors là, on retourne à nouveau sur le marché, les marchés en Hongrie et en Roumanie. Jean-Paul nous demande qu'en est-il dans chaque pays de la valorisation de la production et des garanties de tarifs sur plusieurs années? Je pense que la question porte sur est-ce que c'est fiable en fait les contrats proposés par ces pays, avec comme exemple le fait que la France est revenue sur une fraction extrêmement congrue, hein, mais en tout cas ça a été symboliquement assez fort, sur des tarifs d'achat assez récemment. Renaud, tu peux peut-être y aller? Oui, alors je dirais qu'en France, c'est vrai qu'on a une expérience un petit peu plus longue sur les mécanismes de vente de l'électricité. Les tarifs d'achat dont est l'objet de cette remarque date de 2010. Si on prend l'exemple de la Hongrie, les tarifs d'achat ont été mis en place à partir de 2015. Et donc aujourd'hui, on n'a pas forcément cette aussi longue vue sur la garantie des tarifs. Jusqu'à présent, c'est garanti par des mécanismes. Il n'y a pas forcément aujourd'hui de signaux qui nous montrent quelconque évolution sur ces tarifs d'achat. Et en plus, aujourd'hui, je dirais, dans ces différents pays, la période de tarifs d'achat est déjà révolue. Le mécanisme pour vendre de l'électricité passe par des appels d'offres. Donc, il y a déjà une régulation qui est déjà en place, en fait, pour avoir, je dirais, un tarif de l'électricité plus compétitif et qui se rapproche de celui du marché. Et dans ces pays-là, va tendre, en fait, progressivement, et c'est déjà le cas, notamment en Pologne,
d'avoir des accords gré à gré qui s'appellent PPA, Project Power Agreement, Project Purchase Agreement. Et ces mécanismes, en fait, vont tendance plutôt à stabiliser les tarifs de l'électricité et avoir quelque chose de stable dans les prochaines années. Donc là, je dirais le phénomène qui s'est produit en France, notamment sur l'année passée, va de moins en moins se produire sur ces pays-là parce que il va y avoir quasiment plus de projets en tarif d'achat. Ça va être des projets qui vont être directement en accord gré à gré avec soit des industriels, soit des acquéreurs d'énergie. Ouais, indépendamment des. Ouais, voilà. En gros, pour résumer, si vous voulez, le problème qu'il y a eu sur les tarifs en France, c'est qu'on a beaucoup subventionné avec des tarifs qui étaient très élevés et qui étaient très éloignés des prix de marché. Et donc, du coup, a posteriori, ça peut créer des problèmes puisque ça a un coût pour l'État. Or, aujourd'hui, en Europe de l'Est, en fait, on n'a pas ce problème-là, puisqu'en fait, les appels d'offres qui ont lieu ou les PPA qui sont signés, en fait, avec des acteurs privés comme Engie, Total, etc., en fait, le sont directement à des prix de marché. Donc, en fait, l'État n'est pas en train de surpayer l'énergie et donc n'a aucune raison de revenir sur ces tarifs dans le futur. Donc, on a déjà cette chance, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des tarifs d'électricité qui sont très compétitifs et même plus compétitifs que en fait les installations existantes. Effectivement. Ok, merci Damien. Je propose qu'on continue. On va faire maintenant un petit zoom sur la collecte qui nous regroupe ce soir et qui démarrera demain à 12h30, je le rappelle. Donc on est sur une collecte avec un premier objectif de 1 million d'euros qui pourra être déplafonné à 2 millions d'euros, mais on a déjà un premier palier de 1 million qui est visé. Comme d'habitude sur Enerfip, le minimum est à 10 euros. L'idée, c'est que voilà, chacune peut mettre la somme de son choix à partir de 10 euros et dans la limite, bien sûr, de la collecte. Et les modalités pour cette collecte, eh bien, on propose un taux d'intérêt de 6,5% par an sur une maturité de 4 ans et demi. Là aussi, comme très souvent, le capital investi sera remboursé in fine, donc c'est-à-dire à l'issue des 4 ans et demi, et les intérêts vous seront payés à date anniversaire une fois par an. On est sur des obligations simples, donc on est vraiment sur un schéma assez usuel de ce que vous pouvez trouver sur Enerfip. Donc là, pour celles et ceux qui ont déjà l'habitude, rien de très nouveau. Si maintenant on poursuit un peu l'analyse de cette collecte, l'objectif de tout ça, c'est de financer le développement et la construction de 17 projets qui sont situés pour 15 d'entre eux en Hongrie et les 2 autres en Roumanie, avec eh bien, une répartition entre du photovoltaïque au sol et également, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Damien, avec un peu aussi de projets photovoltaïques flottants en Hongrie, puisque voilà, entre les carrières et les lacs, bref, il y a des opportunités et des terrains sur lesquels on peut implanter cette typologie-là de centrale. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous voyez, on va donc concourir au financement du développement et de la construction ou du début de la construction de 17 projets, et on est déjà sur une puissance cumulée de 120 MW. Donc, c'est déjà assez significatif et c'est ce qui fait tout l'intérêt aussi d'aller investir sur des projets, sur des portefeuilles de ce type. C'est qu'il y a une ventilation conséquente et sur voilà, des puissances qui sont assez majeures. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant. Et les mises en service ciblées par Greenon pour ces projets vont être répartis, évidemment, ils ne vont pas tous sortir de terre en même temps, mais entre septembre 2022 et mars 2025, voilà, il y aura des mises en service successives de ces 17 projets. Ah, et on a une question peut-être qu'on peut mettre... Effectivement, on a une question sur les projets que tu viens de présenter, Julien. Qu'est-ce que tu appelles le stade développement avancé et le stade en cours de développement, la nuance entre les deux? C'est une bonne question. Ouais, merci Karim. Tu veux répondre, Renaud, ou je le fais? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, on a distingué en fait dans cette présentation 2 états. En cours de développement signifie qu'on a déjà sécurisé plusieurs aspects du projet, mais pas tous. On va avoir sécurisé le foncier, on va avoir sécurisé le raccordement électrique, et on a encore
plusieurs étapes à valider avant d'arriver à ce qu'on appelle un développement avancé, où là, développement avancé, donc les premières étapes que j'ai listées, foncier et raccordement, sont déjà bien avancées. Et on a également avancé sur la partie permis, la partie résolution locale de la gestion de l'urbanisme, et on est proche d'un état prêt à construire. Voilà. C'est un peu les deux états qu'on a essayé de distinguer. Alors bien sûr, hein, si on commence ensuite à les creuser au sein des projets, on va pouvoir les distinguer entre eux, mais on voulait au moins répartir ces deux phases, sachant que bien sûr sur des technologies comme le flottant, on avance aussi de manière un petit peu moins rapide. Il y a un vrai travail d'éducation sur cette technologie qui, certes, en France, par exemple, a pas mal de références, mais sur cette zone-là, pour l'instant, on va être dans les premiers à réaliser ces projets-là. Ok, merci Arnaud. On continue. Petit zoom maintenant. Alors, pour certains, ce sera une redite et j'en suis désolé. Et pour les autres, écoutez, ça fait pas de mal. C'est très rapide. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation, après tout? Parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas forcément une évidence. Une obligation, eh bien, c'est comme un prêt, à la différence que là où un prêt, eh bien, vous êtes prêteur, créancier jusqu'à l'issue, jusqu'à la fin de maturité de ce prêt. Dans le cas d'une obligation, vous avez la possibilité de céder à tout moment ces obligations à qui vous le souhaitez, évidemment, pour peu que vous trouviez un accord avec cet acheteur. Sinon, voilà, c'est vraiment en tout point similaire à un prêt. Vous avez un taux d'intérêt qui est fixe, qui vous est payé, dans notre exemple, annuellement, et voilà, des modalités de remboursement de votre capital investi, en l'occurrence, in fine, pour ce qui est de la collecte Green On. Sur Enerfip, comme vous le savez, les taux vont de 4 à 7%, donc on est sur le cas de la collecte présente un taux très élevé, donc ça c'est le bon point. Et les maturités vont de 1 an à 5 ans en moyenne. Pour ce qui est des frais et des risques et de la fiscalité, donc les frais, vous le savez, il n'y en a pas de frais pour les investisseurs. C'est le choix que fait Enerfip dans son mode de fonctionnement, puisque ce sont les projets et les porteurs de projets qui nous rémunèrent et non pas les investisseurs. Les différents risques qui sont associés à chaque collecte, à chaque projet, parce que le risque zéro n'existe pas, évidemment, eh bien, nous les ciblons, nous cartographions ces risques, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, en collaboration aussi avec les porteurs de projets. Et chaque risque que nous identifions, eh bien, nous regardons quelle solution on met en place pour le limiter autant que faire se peut. Et évidemment, sur chaque investissement, eh bien, les risques sont bien notifiés dès l'amont sur les pages projets pour lesquels vous êtes déjà sans doute allé jeter un œil. Après, pour ce qui est du fonctionnement d'une collecte en obligation, c'est extrêmement simple. Là, on a un émetteur qui va réaliser l'émission des obligations auprès des investisseurs. Cet émetteur, dans notre cas de figure, c'est Finervest, société de droit français. Et donc, les investisseurs, qui peuvent être des citoyens ou des collectivités, voire même des sociétés, puisqu'une personne morale peut tout à fait investir, vont souscrire à ces obligations émises par Finervest. Et donc, ensuite, eh bien, cet argent sera fléché, affecté à Green On dans le cadre des 17 projets que nous avons indiqués. Pour ce qui est de la fiscalité, j'en parlais tout à l'heure. Là aussi, c'est que du très commun. On est sur la flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique, qui est de 30%, avec, si on regarde à l'intérieur, 17,2% qui sont alloués aux prélèvements sociaux, CSG, CRDS, et 12,8% qui sont affectés aux prélèvements forfaitaires libératoires à l'impôt sur le revenu. Évidemment, tout ça se fait en prélèvement à la source, sauf si vous êtes dans certaines conditions de rémunération, mais sinon, c'est prélevé à la source, de sorte que vous touchiez le net sur votre livret Enerfip, et nous nous occupons de réaliser la déclaration fiscale auprès du service des impôts, de sorte que vous recevez une déclaration tout à fait pré-remplie. Donc ça, c'est le côté aussi assez confortable pour les investisseurs. Ah, on a une question d'Adrien, peut-être, qu'on peut faire passer. Adrien nous demande si Green On a déjà fait des levées de fonds sur des plateformes de financement participatif. Non, il s'agit de la première levée de financement participatif qui est faite.
Et après, l'idée, effectivement, ce sera comme en fait sur tout projet d'énergie renouvelable, l'idée, ce sera de mettre des financements bancaires pour la construction des projets. Et ces financements bancaires viendront de banques locales ou finalement européennes. Ok, ça répond à une question qui vient d'être posée d'ailleurs sur comment est apporté le reliquat des fonds nécessaires à la construction de ces 120 mégawatts. Donc voilà, merci pour ça. Ouais, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, même on a été plutôt même vous avez peut-être dû le voir dans le le modèle financier qui vous a été partagé. Finalement, on est parti sur des hypothèses plutôt prudentes en fait de taux d'endettement à hauteur de 75%, avec des financements sur 15 ans à 3%, ce qui est plutôt conservateur. On sait qu'on fait beaucoup mieux sur les financements aujourd'hui en France, hein, avec des durées qui peuvent être parfois supérieures à 20 ans, des taux inférieurs à 2%. Là, dans ce cadre-là, comme en fait c'est une zone nouvelle, on était plutôt prudent, mais on pense qu'on pourra faire mieux dans les financements, justement en allant chercher des financeurs plutôt d'Europe de l'Ouest pour financer ces projets en Europe de l'Est. Ok, merci pour ça. Donc ensuite, un petit mot sur Enerfip. Bon, vous nous connaissez, je pense, mais là aussi, petite redite. Donc notre objectif, c'est vraiment de permettre à tout un chacun de flécher une partie de son épargne directement dans des projets d'énergie renouvelable sur le territoire français et donc sur le territoire européen. Et l'idée, c'est voilà, en faisant cela, de sensibiliser, d'informer, c'est un peu le corollaire. Il faut faire monter en compétence un peu tout le monde pour qu'on puisse toutes et tous s'approprier cette transition énergétique et voilà, avoir cette possibilité de choisir à quoi et à qui va servir notre argent. Depuis notre lancement d'un point de vue opérationnel, hein, en septembre 2015, nous avons structuré plus de 142 millions d'euros. Ça représente environ un peu moins de 300 projets financés. Et notre base, notre communauté d'investisseurs est de 30 000 personnes. Elle s'apprécie en moyenne chaque mois de 600 à 800 personnes de plus. Et nous sommes 22 collaborateurs chez Enerfip, principalement basés à Montpellier. Donc ça commence à être voilà, significatif. Je vous avoue qu'au tout début, il y a maintenant 7 ans, eh bien, je ne pensais pas qu'on arriverait à être aussi nombreux dans l'entreprise, comme quoi voilà, il faut toujours s'attendre à tout. Un point important, c'est le cadre réglementaire. J'en ai parlé tout à l'heure en disant que le cadre français était extrêmement favorable au développement du financement participatif, non seulement parce qu'il permet à des entreprises comme nous de nous développer d'un point de vue économique, évidemment, mais aussi parce qu'il est protecteur pour les investisseurs. J'entends par là le fait que nous sommes agréés par l'autorité des marchés financiers et enregistrés auprès de l'ORIAS. Et je peux vous dire que ces organismes-là sont extrêmement à cheval sur l'application des réglementations. Si vous avez déjà fait l'expérience de vous inscrire sur Enerfip, vous avez pu voir qu'il vous faut répondre à un questionnaire qui est exactement le même que celui que vous avez si vous ouvrez un compte bancaire. C'est dans le cadre des procédures lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme auxquelles nous sommes soumis. Donc, c'est vrai que c'est un peu peut-être embêtant quand on est en train de s'inscrire, mais bon, vous le faites qu'une fois, ça prend 5 à 10 minutes, et c'est pour la bonne cause, et c'est vraiment preuve de, je dirais, un respect scrupuleux de nos obligations. Ça, c'est vraiment, il faut que vous l'ayez à l'esprit. Petit conseil aussi, je vous invite à aller sur le site de l'ORIAS, qui est en fait l'organisme qui centralise tous les assureurs, les banques et les plateformes de financement participatif qui sont agréés. Et vous avez une petite barre de recherche en haut à droite. Et en tapant le nom de l'entreprise en question, la plateforme ou autre, vous pouvez tout de suite voir si celle-ci est régulièrement et normalement enregistrée auprès d'elle. Je dis ça parce qu'il existe certaines arnaques aujourd'hui dans le secteur du financement participatif. Et donc, c'est un moyen tout simple d'éviter de tomber dans le piège. Comment on investit? Alors, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur Enerfip, de créer votre compte. C'est ce que je viens de vous dire. Ça prend 5 à 10 minutes. Il faut vous munir d'un justificatif d'identité voilà, pour les procédures que j'ai évoquées. Il vous faut justifier votre résidence, bien sûr. Et derrière,
vous pouvez investir sans aucun problème en vous rendant donc sur le site. N'oubliez pas de regarder la documentation. Vous avez un document d'information réglementaire qui est à votre disposition avant d'investir et qui est extrêmement complet. Je crois que celui de Greenon, de l'opération Greenon, fait 80 à 90 pages. Donc, si vous voulez vraiment creuser la question, il y a de quoi répondre à beaucoup de vos interrogations. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire. Et évidemment, après, les gens d'Enership, à la fois par téléphone et par courriel, sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Je poursuis avec eh bien, les possibilités que vous avez pour investir, parce que vous avez votre compte à vous, donc personne majeure inscrite, mais et depuis 4 ans maintenant, vous pouvez investir pour le compte de vos enfants en créant pour eux, en ouvrant pour eux, pardon, des livrets mineurs. Ça prend, là aussi, c'est en quelques clics depuis votre compte personnel. Et c'est l'occasion, voilà, de faire un peu mieux que le basique livret A qu'on a tendance à faire pour ces enfants. Les personnes morales, je l'ai dit tout à l'heure, peuvent investir sur Enership et a fortiori sur la collecte de Greenon. Et évidemment, comme toute bonne plateforme qui se respecte, nous avons un système de parrainage avec un petit avantage. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. On a listé les résidences secondaires parce que dans le cadre des projets lauréats creux et des notions de territorialité qui sont imposées, eh bien, c'est intéressant de savoir si vous avez une ou des résidences secondaires afin de vous permettre d'investir sur d'autres collectes que celles qui se situent à côté de votre résidence principale. Voilà. Pour le service client, j'en ai parlé par téléphone ou par email. Vous avez Pauline, Valérie et Maëva qui se feront un plaisir de vous répondre. On ne le voit peut-être pas assez en grand, mais vous avez le numéro de téléphone au 04. C'est pas Enership celui-là. Et une bonne synchronisation. Et vous avez le courriel service client au singulier, tout attaché, @enership.fr. N'hésitez pas, c'est souvent une solution pour vraiment y voir plus clair, pour être rassuré, et on fait en sorte d'être évidemment toujours réactif et joignable parce que c'est très important d'être présent. Voilà, j'en ai fini sur la partie collecte et sur Enership. On en vient à la partie questions-réponses. On a la question de Jean-Paul que je vais prendre et à laquelle je vais répondre, c'est: est-ce qu'on a déjà eu des projets qui sont soldés par des pertes pour des investisseurs sur Enership? Alors oui, malheureusement, on en a eu une seule fois, et c'était maintenant il y a 3 ans et demi, où on a eu un défaut. Et bon, ça fait partie, quand je disais tout à l'heure que le risque zéro n'existe pas, c'est factuel, on l'a vécu, ça nous a permis aussi de nous améliorer dans notre approche, mais c'est vrai que quand on regarde à l'échelle des 142 millions et plus maintenant qu'on a structuré, c'est une proportion extrêmement faible. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on indique toujours, et vous le verrez lorsque vous faites le processus d'investissement, nous vous conseillons de ventiler bien vos investissements sur plusieurs collectes. C'est un peu le vieil adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà, ça fait partie effectivement des choses qu'il faut avoir à l'esprit quand on investit. Mais de toute façon, quels que soient les investissements qu'on fait, il y a toujours un risque et il faut toujours être en mesure de le maîtriser et de le comprendre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Je pense qu'on a dû être trop clair et exhaustif dans la présentation d'Adrien Renaud. Donc, d'habitude, il y a un peu plus de questions et de précisions. Après, c'est vrai que, contrairement à peut-être d'autres collectes, c'est somme toute assez basique. Ce qui change, c'est simplement la territorialité. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure sur les graphiques que présentait Renaud, c'est intéressant de voir que la Hongrie a comme capacité de production plus de 50% qui est issue d'énergie fossile. Donc on mesure bien, et à fortiori aujourd'hui, à quel point eh bien, tous les pays doivent faire des efforts substantiels en termes de transition énergétique, et ce pays-là en l'occurrence, part de très très loin. Donc tout à l'heure, Damien a parlé de l'enjeu du fait qu'il y avait fort à parier qu'il n'y aurait pas de remise en question de ces tarifs parce que
Les énergies renouvelables sont d'ores et déjà moins chères versus des énergies fossiles, c'est une certitude. Mais en plus, au regard des obligations qu'elles ont, dans le cadre de l'Union européenne notamment, voilà, ce sont des évolutions à marche forcée qu'il leur faut opérer sur le secteur énergétique. Ah, une question de Karem. Karem nous demande s'il y a des contraintes liées aux autorisations d'urbanisme, comme il peut y en avoir en France, notamment la prise en compte des risques naturels comme des inondations. Bonne question. Oui, alors je vais y répondre, celle-là, Damien, je pense que c'est plutôt mon expertise. Donc oui, la réponse est oui, il y a bien des contraintes liées aux autorisations d'urbanisme. Je dirais qu'en termes on va plutôt parler en termes de délai et en termes de développement. Ces contraintes sont quand même beaucoup plus faibles qu'en France. Il y a des plans d'urbanisme qui sont en place au niveau des communes, au niveau des régions, donc on doit en tenir compte dans notre sélection de sites. Ça peut avoir un effet sur le temps, notamment d'adaptation de ces documents, mais beaucoup plus faible qu'en France. Concrètement, pour avoir développé des projets en France, que ce soit en éolien ou en solaire, on a des temps beaucoup plus courts de résolution de cette partie urbanisme. Ça nous permet d'aller plus vite, on va dire, dans les autorisations globales du projet. Et au niveau de la prise en compte des risques naturels d'inondation, oui, c'est le cas. Oui, c'est un des risques qui est pris en compte dans le processus. Ouais, ça rejoint un peu une question qu'il y avait tout à l'heure de la part de Christian. C'était, grosso modo, est-ce qu'on a un pourcentage, comme on peut l'avoir en France, voilà, le nombre de projets, le pourcentage de projets qui sortent de terre depuis la phase de développement initiale jusqu'à la mise en service, par exemple en Hongrie. Voilà. Est-ce qu'on a déjà un retour là-dessus ou le paysage est-il encore trop peu mature pour avoir une vision? Alors, en Hongrie, pour être tout à fait concret, jusqu'en 2019, il s'agissait de projets plutôt de petite taille. Je vais parler du solaire. En Hongrie, donc jusqu'en 2019, le cadre était plutôt concernait plutôt des projets de petite taille. Donc, quand je dis petite taille, moins d'1 mégawatt. Et ces projets de moins d'1 mégawatt avaient besoin de moins d'autorisation, on va dire, que des projets de taille conséquente. Greenon a démarré son activité au moment où justement il y avait cette volonté d'aller sur des plus gros projets. Donc avec l'expérience, on va dire, du développement en France, l'expertise du développement en France et on va dire des nombreuses contraintes, pour rebondir sur la question d'avant, l'idée était d'avoir une méthode pour aller rapidement développer ces projets-là. Et donc, pour l'instant, on n'a pas forcément ce retour sur on va dire, le pourcentage de réussite des gros projets. Mais disons que voilà, le fait de bien structurer et d'avoir une organisation assez fluide sur le développement du projet avec les différentes étapes. Donc, comme je disais, le foncier, le réseau, les permis, on peut aller plus vite. Quand je dis plus vite, c'est au lieu d'avoir entre 3 et 4 ans pour développer un projet en France, et ben là, on va plutôt mettre entre 1 et 2 ans. Okay. Donner des exemples concrets sur des projets de grande taille. Ok, très bien. On a une question de Mélissa, peut-être. Mélissa nous demande si, pour les projets en développement avancé, des contrats d'achat ont déjà été signés ou est-ce qu'il y a des négociations sur des projets de contrats d'achat et qui sont les acheteurs cibles? Alors, pour les projets en développement avancé, on a démarré des discussions avec des acheteurs d'électricité, donc on appelle des off-takers. Donc, on a un projet qui est concerné par un système feed-in tariff, donc lui a déjà, on peut dire, son contrat d'achat. Et pour les autres projets, on est en discussion avec des acheteurs d'électricité, donc on n'a pas encore les contrats, on a les premiers termes, mais on n'a pas encore les contrats en place. Et sur les acheteurs ciblés, on a différents types d'acheteurs. Sur certains sites, on a directement des acheteurs industriels qui peuvent être localement basés, ou on a également des acheteurs plutôt internationaux, des off-takers, qui eux achètent, on va dire, sur le marché et donc peuvent passer par nos centrales. On a les deux possibilités, soit localement, soit international. Ok. Bien, merci Renaud. Encore un petit tour de questions s'il y en a qui. Ah ben voilà. Une question qui est pour Enership.
Effectivement, est-ce que Julien, tu peux nous indiquer s'il est possible de mettre les obligations dans un PEA-PME? Alors, oui, c'est bien possible. Puis c'est l'un des atouts qui a été apporté par la loi Pacte tout récemment pour pouvoir donner un peu de dynamisme à ces PEA, PME où il n'y a pas toujours beaucoup de choses à mettre dedans. Et donc, les obligations encadrées par des plateformes comme la nôtre sont effectivement éligibles à ces PEA, PME. Et c'est tout récent. Il faut bien comprendre, et je peux vous le dire pour le vivre au quotidien chez Enership, et mes collègues Pauline, Maëva et Valérie en témoigneront mieux que moi, les banques, clairement, ne sont pas aidantes, c'est le moins qu'on puisse dire, pour cela. Mais en tout cas, les textes de loi, le cadre législatif, lui, est très clair. Et oui, vous pouvez tout à fait investir par le biais de votre PEA, PME sur des obligations, typiquement celles qui seront émises dans le cadre de la collecte Green On. Voilà, donc même si votre banquier tord un peu le nez ou vous explique que ce n'est pas possible, eh bien, soit il ne connaît pas son droit, soit il est de mauvaise foi, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse vous le dire côté service client. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme question encore? On a une question de Loïc concernant l'implantation des projets qui se trouvent en Europe centrale. Est-ce que le taux de 6,5 est jugé suffisant de notre côté au regard du risque qu'il pourrait y avoir d'implantation dans ces secteurs-là? Bonne question. Pour Renaud, je pense. Ah, je crois qu'il est figé, non? Non. Mais je pense que là-dessus, pour répondre sur la question sur le taux de 6,5, je pense que vous voyez bien aujourd'hui que les projets en France, on va dire sur les plateformes de crowdfunding, sont plutôt entre 3,5 et 5%. Nous, ce qu'on a voulu, et c'est les discussions qu'on avait eues avec l'équipe d'Enerfip, c'était de se dire effectivement, quand en fait, quelque chose qui aurait pu être financé sur du 4 ou du 5% en France, finalement, on propose de le financer en fait à 6,5 en Europe de l'Est. Pourquoi? Parce que finalement, c'est le coût du premium pour cette nouvelle zone géographique et sur lesquelles, pour l'instant, aujourd'hui, Enerfip n'a pas de recul. Donc, autant l'équipe d'exécution, elle, a de l'expérience et sait faire les choses, autant le territoire est nouveau. Et donc, du coup, dans les discussions qu'on a eues avec Enerfip a dit, bah voilà, moi, je vais augmenter un premium là-dessus. Et en discutant ensemble, on s'est arrêté sur un CDI en considérant que ça reflétait finalement le risque de marché de ces pays Europe de l'Est qui sont toutefois intégrés dans l'Union européenne, donc qui ont un risque finalement européen. Et donc, dans ce cadre-là, le risque est plutôt également limité, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment l'approche qui nous a amené à aller sur 6,5. Et là où je ne suis pas donc, de l'avis de Loïc, c'est que le taux de 6,5, il est clairement suffisant au regard du risque. Et même d'ailleurs, d'un point de vue objectif, on pourrait imaginer même qu'il le soit à moins. Mais c'est vrai que la territorialité, le fait que ce soit dans deux autres pays, Hongrie et Roumanie, sur lesquels on n'a pas encore de recul et sur lesquels voilà, on est encore une fois sur l'émergence du financement participatif aujourd'hui. Donc, je ne doute pas que dans 5-6 ans, ce sera assez usuel. Et là, on est un peu en train de défricher tous ensemble. Et donc, ce taux de 6,5, voilà, il est vraiment là pour octroyer une primeur à ceux qui vont investir. Et c'est un petit peu en décorrélation du risque réel, mais dans le bon sens du terme, du coup, pour les investisseurs. Et là-dessus, je pense que Greenon a vraiment joué le jeu aussi pour aller dans ce sens-là. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a une question de Carême à l'instant qui demande si des projets de rechange sont prévus, si l'un ou plusieurs des 17 projets venaient à ne pas arriver au bout de son développement et quel serait l'impact d'une défection pour les investisseurs.
Je mets le sous-titre du pourquoi de cette question. Je pense que Karim doit bien connaître les collègues d'Enership. En fait, on fait beaucoup ça. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une clause d'arrosage, où lorsqu'il y a un projet qui est dans un portefeuille que nous ciblons en termes d'investissement, est arrêté, il est remplacé par un autre. Donc, je pense que c'est ce à quoi fait référence Karim. Et donc, voilà, sa question est de savoir si le même mécanisme sera en œuvre sur la collecte qui nous réunit ce soir. Ce sera le cas, hein. Ce sera exactement le cas. En fait, on remplacera, s'il y a un projet qui est défectueux, il sera remplacé par un autre. En fait, on a choisi les 17 projets les plus avancés de notre portefeuille, mais on a d'autres projets avec Chrono qui sont aussi en cours d'avancement et on n'aura aucun problème à en substituer un par un autre si on avait un problème sur un projet. Ok, super, merci. Allez, on en prend une dernière si jamais il y en a une qui arrive, sinon on considérait que c'était la toute dernière. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Eh bien, en tout cas, je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis tout au long de ce webinaire. J'espère qu'il aura été éclairant et qu'il aura répondu aux diverses questions que vous posiez. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez, si certaines vous reviennent, nous les poser par courriel à l'adresse service client en un seul mot et au singulier @enership.fr ou au 04 119 34 111. Et je remercie mes camarades qui sont intervenus à mes côtés. Donc, merci à vous, Renaud et Damien. Merci Julien, merci Maëva, merci à tous. Et merci à Maëva, effectivement, qui m'a fidèlement aidé pour vous présenter ce webinaire. Écoutez, à très bientôt. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions subsidiaires. Et sinon, je vous dis à demain, 12h30, pour l'ouverture de la collecte Greenon sur enership.fr. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.